Bonjour à tous. Je me mets devant vous, hein, je viens près de vous. Écoutez, aujourd'hui c'est une intervention un peu particulière. J'ai envie de partager un peu avec vous mon parcours et essayer de vous donner mon regard avec la double casquette de médecin et puis aussi d'ancien aidant. Alors c'est vrai, Estelle le disait, j'ai un parcours un profil un peu atypique, hein. Je viens de la plus belle ville de France, Le Havre, hein, où il fait un temps vraiment bien meilleur qu'ici, je vous le dis. J'ai grandi dans un milieu ouvrier. Mon père, mon grand-père, mon frère, tout le monde était ouvrier chez moi. Et moi, j'avais qu'un rêve de gosse, c'était de devenir médecin. Sauf que quand j'en parlais à mon père me disait, écoute, tu pourras pas être médecin parce que pour être médecin, il faut être fils de médecin. Nous, on est ouvriers, donc comme ton père et ton grand-père, tu vas devenir aussi à ton tour docker. Et c'est vrai que j'avais en tête toujours l'envie de devenir médecin. Finalement, à 18 ans, je bénéficie de cet héritage professionnel familial et à mon tour, je deviens docker. C'est le 14 octobre, le jour de mes 18 ans, je vous en parlais, il fait un temps incroyable, je suis à bord, je suis sur le port du Havre, hein, j'ai un bleu de travail, j'ai un casque bleu, j'ai des gants en cuir très épais, et je suis à bord des bateaux en train de saisir et d'attacher les conteneurs entre eux pour éviter qu'ils ne chavirent en mer. Et j'avoue que je suis assez partagé parce qu'à la fois je suis là sur un bateau, je suis très heureux d'être à ma place parce qu'il y a cette fierté d'être dans la lignée familiale comme mes oncles et mon frère et mon père. Mais en même temps j'ai un peu cette sensation de ne pas accomplir ma mission, celle de devenir médecin. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'à un moment donné je vais devenir médecin. Alors pendant 4 5 ans j'enchaîne jour et nuit, je décharge les cales de bateaux de sucre qui sont remplis également de sacs de charbon, j'attache les conteneurs, je saisis les conteneurs comme on dit, et puis je garde cette idée en tête. Et puis finalement, à 24 ans, je me dis, cette vie n'est pas pour moi, même si j'ai beaucoup de fierté à être docker, mais j'entreprends finalement de me dire, écoute papa, je pense il est temps pour moi de commencer mes études de médecine, d'aller en première année d'études de médecine. C'est la raison pour laquelle je m'inscris à la fac de Rouen, et je me dis, allez vas-y on tente. Je passe la première année que j'échoue, hein, comme beaucoup de personnes, finalement je redouble. Et j'obtiens mon concours de médecine au bout de 2 ans. Et là, pour moi, je me dis, c'est bon, la route est toute tracée, je vais enfin réaliser mon rêve, celui de devenir médecin. Sauf que j'arrive en troisième année, j'ai 26 ans, et j'ai ma jeune maman qui a 50 ans, et qui commence à développer des symptômes en lien avec une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Alors c'est vrai qu'au début, je suis en troisième année, je n'ai pas les connaissances qu'on a en tant que médecin sur cette pathologie. Et puis donc régulièrement, elle vient me voir dans la chambre, elle toque à la porte et me dit mais qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Parce qu'en fait, comme elle ne se sentait pas capable de m'aider dans mes révisions, elle prenait soin de moi sur ce que je voulais manger, elle repassait mes vêtements pour que je parte à Rouen pendant la semaine, elle me faisait des petits plats régulièrement dans des Tupperware. Et puis, je vous en parlais, elle venait 3 4 fois dans la chambre, elle frappait à la porte. Et à chaque fois, je répondais la même réponse, parce que vous savez, quand on fait médecine, il faut aller vite, il faut être efficace. Donc, pour retourner travailler, donc je disais des jambons ou des œufs, du jambon ou des œufs. Et quand j'arrivais devant mon assiette, souvent j'avais un bout de poulet ou de la moussaka, enfin rien à voir avec ce que j'avais demandé. Donc c'est vrai qu'au début, je me dis, oh, c'est une faute d'inattention. Et puis avec le temps, finalement, mon frère, mon père et moi, on a commencé, parce qu'on était 3 hommes à la maison, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait autre chose que cette faute d'inattention, que c'était bien autre chose que de la bienveillance simple d'une maman envers un fils. Effectivement, elle n'a plus su allumer la télévision ou se mettre face à une télécommande devenait un peu compliqué. Régler le thermostat devenait compliqué, mettre en route la machine à café devenait compliqué. Et comme beaucoup d'aidants, j'ai considéré que c'était finalement normal et naturel de faire tout ce que je faisais. Donc pour moi, c'était simple. Bon, juste allumer la télévision, ça va, c'est pas très très compliqué. Mettre une capsule dans la machine à café, pareil, je me suis dit, ça, je vais gérer. Sauf que, vous vous en doutez, c'est une maladie avec une évolution insidieuse, lente, fourbe. On ne sait pas trop comment avance la maladie, quel pion elle va avancer. Et puis au début, finalement, le diagnostic n'était pas non plus posé parce que je vous parle d'une situation, c'était les premiers symptômes, c'était il y a 20 ans en arrière. Et à une époque, c'était un moment où, même si on avait quand même fait beaucoup de progrès et on considérait quand même possible des maladies neurologiques chez les jeunes patients, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Ce qui fait que le diagnostic a un peu tardé avant d'être posé. Et nous, mon père, mon frère et moi, chaque jour, notre niveau d'aidance n'a cessé d'augmenter. Mais encore une fois, comme beaucoup d'aidants, comme ce que j'entends aujourd'hui en consultation, on considère que c'est normal et naturel de faire tout ce qu'on fait. Et moi, mon père qui était
très présent, hein, c'était l'amour de sa vie, sa femme, hein, ils étaient comme ça tous les deux. Lui, il n'arrêtait pas aussi d'être très très investi. Et puis je vous en parlais, le niveau d'aidance n'a cessé d'augmenter. Donc au début, on sort, on allume la télévision, et puis ensuite on commence un peu à préparer les affaires, sortir les chaussettes sur le lit, le pantalon. Et puis l'étape d'après, c'est l'habillage, on habille. Et puis l'étape d'après, c'est aussi la toilette. Et ensuite, on commence à couper la viande, donner la viande à la petite cuillère, à la fourchette. Voilà, donc ce niveau d'aidance n'a cessé d'augmenter pendant 14 ans. Mon frère, mon père et moi avons été aidants pendant 14 ans, près de ma jeune maman qui avait, je vous le disais, 50 ans. Ça a été une épreuve assez compliquée. Mais là, ce qui a été difficile, comme beaucoup d'aidants, la difficulté, c'est de savoir qu'on est aidant. Aujourd'hui, on estime qu'un aidant sur deux ne sait pas qu'il est aidant, parce qu'il considère que c'est normal et naturel de faire tout ce qu'il fait. Moi, en consultation, il m'arrive souvent, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on estime à 11 millions le nombre d'aidants en France. Moi, je vous parle d'une situation d'un enfant envers sa maman. Ce matin, vous avez eu le témoignage de parents envers une enfant. Parfois, c'est un époux envers sa femme ou vice-versa. Il y a autant de situations d'aidants qui sont singulières les unes des autres, mais on est nombreux à être concernés. Certes, parfois, les histoires sont différentes, mais on rencontre des difficultés communes. Et donc, je vous en parlais, la difficulté, c'est de se reconnaître comme aidant. Et moi, un jour, c'est en allumant la télévision que j'ai compris que j'étais aidant. J'ai entendu une journaliste utiliser le mot aidant. Et c'est pas grand-chose de savoir qu'on est aidant, mais moi, ça m'a apporté un énorme soulagement. Je me suis dit que finalement, c'était normal tout ce que je ressentais, parce que je vous en parlais, je faisais tellement de choses, mais en même temps, j'étais à la fois très en colère de mettre tout ce que je devais faire, tout ce que je devais mettre en place. Je trouvais ça pas normal. J'étais au-delà du fils d'aidant. J'étais au-delà d'un fils, pardon, j'étais un aidant. Et ça, pour moi, c'est l'une des difficultés aujourd'hui, c'est d'aller repérer ces aidants. En consultation, il m'arrive assez régulièrement, lorsque je reçois un couple, de dire, par exemple, lorsque c'est la femme qui accompagne son mari qui a une maladie de Parkinson, ou un cancer, ou une autre pathologie, en fait, je vais leur dire, mais madame, vous êtes certes l'épouse, vous aimez avant tout votre mari, c'est une évidence, mais vous êtes une aidante. Et souvent, la première réponse, c'est de me dire, bah non, c'est normal en fait. Et donc je prends toujours le temps de mettre la petite graine pour que cette idée, elle germe, et que chacun puisse entendre qu'il est un aidant. Pourquoi c'est important de savoir qu'on est aidant? Pour moi, lorsqu'on comprend qu'on est aidant, on comprend surtout qu'on a accès à des aides humaines, financières, matérielles, des offres de répit. Alors on aimerait bien sûr qu'il y en ait de plus en plus, qu'on y ait accès plus facilement, mais ça, tant qu'on n'a pas compris qu'on est aidant, on ne comprend pas non plus qu'on a accès à ces aides. L'autre point important pour moi, c'est la santé. Lorsqu'on est aidant, on l'ignore, mais on a une santé extrêmement fragile, et parce qu'on est soumis à une charge mentale incroyable. Il y a cette hyper-vigilance. Moi, j'ai le souvenir que la nuit, je tapotais sur mon téléphone, parce que moi, j'habitais à Paris à ce moment-là, j'y habite toujours, mais mes parents habitaient au Havre, et la nuit, je tapotais sur mon téléphone pour être certain que je n'avais pas loupé un appel en absence. Tellement j'étais angoissé de ce qui se pouvait se passer, ou de ne pas oublier de prévoir un rendez-vous. Donc ça, c'est toutes ces choses qui sont importantes à bien connaître. Sur les aides, je vous ai parlé de la première étape. La première difficulté, c'est de savoir qu'on est aidant. Ça, il faut vraiment accompagner au maximum les patients, les familles que vous rencontrez, c'est un point essentiel. La deuxième étape, pour moi, la deuxième difficulté, c'est d'accepter d'être aidé. Ça, c'est vraiment dur de faire intervenir des aides à la maison. Pourquoi c'est dur d'accepter d'être aidé? Parce que lorsqu'on est aidant, aider, c'est avant tout aimer. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Et souvent, les aidants ont la sensation que lorsqu'ils acceptent une aide, ne serait-ce qu'une aide extérieure, c'est comme s'ils venaient un petit peu à moins aimer, un peu à quitter le navire. C'est la raison pour laquelle souvent, ils ont du mal à accepter d'être aidés. Moi, je le voyais, mon papa, très régulièrement, je vous en parlais, son niveau d'aidance ne cessait d'augmenter, il s'épuisait jour et nuit, il fallait qu'il change en permanence les draps lorsqu'il y avait un accident nocturne, il donnait à manger parfois pendant une heure et demie, pendant ce temps-là, son plat lui refroidissait, et résultat, au bout d'une heure 30, il n'avait plus très faim, il n'avait plus envie de manger, il dormait plus, donc je vous en parlais, sa fatigue n'a cessé d'augmenter. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais papa, il faut que tu te fasses aider. En fait, il faut une auxiliaire de vie, il faut une aide extérieure. Et mon père a toujours refusé. Il me dit, mais non, c'est mon rôle, c'est moi, je suis son mari, je dois l'accompagner. Et là où je me suis trompé, c'est que je mettais en avant les avantages que ça présenterait à mon père. Je lui disais, mais papa, en fait, tu vas pouvoir retourner chez Régis. On ne critique pas le prénom. Tu vas pouvoir j'adore les Régis, attention.
Tu vas pouvoir retourner chez Régis prendre un café, c'était son frère. Tu vas pouvoir retourner à la pêche, tu vas pouvoir retourner au cinéma, tu vas pouvoir te promener. Et ça, non, ça, il ne l'a pas entendu. Et l'erreur que j'ai pu produire, c'est que pendant 3 4 ans, j'ai mis en avant les avantages que ça présentait pour lui. Si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, lorsque vous êtes confronté à des familles qui refusent des aides extérieures, peut-être pensez à mettre en avant les avantages que ça présente pour la personne aidée. C'est-à-dire que j'ai essayé de transposer la situation et je lui ai dit, papa, si toi tu tombes malade demain, est-ce que tu as envie que ce soit moi qui te fasse ta toilette, qui t'habille, ou pour ta dignité, tu as envie que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, une auxiliaire de vie, quelqu'un qui pourrait intervenir à la maison. Et ça, j'ai bien vu dans son regard que ça avait quand même enclenché, il y avait une petite réaction qui s'était produite. Et je lui ai dit, écoute, je pense que maman, c'est la même chose. Sans doute qu'elle préférerait que ce soit une personne dont c'est le métier plutôt qu'un de ses enfants ou son mari qui fasse toutes ces choses qui finalement diminuent un peu sa dignité. Donc ça, vraiment, cet axe-là, de mettre en avant les avantages que ça présente pour l'aider, c'est un point vraiment important à retenir. Et là aussi, en consultation aujourd'hui, en tant que généraliste à Paris, il m'arrive régulièrement de devoir activer ce levier. Encore une fois, parfois, on plante la petite graine et puis les choses, elles s'installent petit à petit. Donc une fois que mon père a accepté de faire intervenir une auxiliaire de vie. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes. Lorsqu'on pousse les portes de ces organismes, ils vous disent tous qu'ils ont du personnel exceptionnel, et j'en doute pas. Hein. Mais souvent, la première qui arrive, la deuxième qui arrive, elles sont géniales, hein, très gentilles, mais malheureusement n'ont pas toujours les compétences. Et c'est vrai, nous, celles qui sont intervenues à la maison, elles étaient adorables. Néanmoins, elles étaient extrêmement jeunes. Elles étaient très formées dans la petite enfance, mais n'avaient pas les compétences pour prendre en charge quelqu'un avec une pathologie neuroévolutive. Et la première, j'ai le souvenir, elle a d'ailleurs fait tomber maman de sa chaise roulante, ce qui a quand même donné de l'argument à mon père pour lui dire c'est terminé, je ne veux plus personne à la maison, on va continuer tout seul comme on le faisait. Sauf que mon frère et moi, on était déjà sous l'eau, on n'en pouvait plus, et je lui ai dit écoute papa, non, on va insister. Donc finalement, une deuxième est arrivée, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas rempli les objectifs, ni la troisième, mais est arrivée un jour Mary Poppins. C'était la quatrième intervenante. Mary Poppins, de son prénom Sandrine, qui a été incroyable. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie, celle de ma maman, et en réalité, elle a été l'auxiliaire de nos 4 vies à tous, mon père, mon frère et moi et ma mère. Elle a vraiment su arriver dans cette maison avec délicatesse, bienveillance. Elle s'est présentée en toquant à la porte. Bonjour, je viens pour Madame Valinduc, je suis son auxiliaire de vie. Et elle a su finalement trouver sa place, à la fois avec discrétion, mais beaucoup de professionnalisme. Donc ça aussi, j'encourage beaucoup les aidants et les patients que je rencontre à solliciter ces auxiliaires de vie et à ne pas baisser les bras, même si ils ne rencontrent pas Mary Poppins du premier coup. Ça, c'est un point essentiel. Donc ces aides humaines, encore une fois, parfois on peine, on n'a pas très envie de les faire intervenir à l'intérieur de notre domicile parce que la maison, c'est vraiment un endroit. L'une des difficultés des aidants, c'est d'être extrêmement isolé. C'est dur d'aller. On vit dans un monde très fermé. Et moi, j'avais beau être étudiant en médecine à l'époque, hein, même j'ai augmenté mon cursus, j'ai avancé dans mon cursus, mais il y a un moment, j'étais encore étudiant en médecine et j'étais totalement perdu. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout appris pendant mes études ce que c'était qu'un aidant. Je n'ai pas appris pendant mes études les aides qu'on pouvait mettre en place. Et ça, vraiment, j'ai appris en marchant, c'est-à-dire que j'ai découvert petit à petit les différentes solutions qui existaient, parce que je n'avais aucune connaissance là-dessus, et pourtant j'avais beau être médecin, j'étais totalement largué. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop où aller. C'est tellement tentaculaire, les différentes aides. Les patients peuvent se perdre avec les acronymes, hein, entre APA, PCH, le CLIC, le CCAS. Vraiment, il y a... On ne sait que choisir, c'est tentaculaire. Donc moi, souvent, lors des conférences, je recommande aux patients en premier d'en parler à leur médecin généraliste, qui malheureusement ne sont pas toujours formés ou alors au fait sur le sujet. Mais au moins, ils peuvent prendre le temps quand même de faire des recherches sur le net. Souvent, je leur recommande aussi de se rapprocher des associations en lien avec les pathologies, parce que là aussi, dans les associations, on peut avoir directement une main qui peut vous orienter sur les différentes aides possibles, une assistante sociale qui peut vous dire à quoi vous avez le droit. Parfois, j'oriente aussi sur la maison des aidants. Souvent, localement, on peut trouver une structure qui est présente pour les aidants. Et puis également le CLIC. Voilà, c'est pour moi les 4 grands axes. Il y en a d'autres, mais déjà, ces axes-là sont importants à solliciter pour faire le point, pour apporter ces aides.
Je vous parlais également de l'importance du suivi médical, parce que c'est prouvé, hein, la santé est fragile d'un aidant. Et souvent, ce que j'entends, vous savez, quand on prend l'avion et qu'on part toujours en voyage, hein, on regarde toujours le petit guide des restaurants où on ira quand on sera à destination, mais on n'écoute jamais les hôtesses de l'air. Pourtant, si vous tendez l'oreille, on vous dit toujours que, en cas de dépressurisation de l'appareil, un masque à oxygène tombera devant vous et positionnez-le en premier sur votre visage. Ensuite, on vous demande de le mettre sur la personne que vous accompagnez, si c'est un enfant, une personne fragile. Parce que c'est vrai, s'il y a une dépressurisation et que vous perdez connaissance, eh bien, personne ne pourra aider la personne que vous accompagnez. Lorsqu'on est aidant, en fait, c'est la même symbolique. C'est-à-dire que si l'aidant venait à tomber malade ou vient à tomber malade, ça peut vraiment complexifier la situation. Il n'y aura plus personne pour accompagner la personne aidée. Et moi, dans ma patientèle, j'ai une maman adorable, hein, qui s'occupe de sa fille avec une maladie génétique et puis qui tardait à s'occuper de son dépistage et qui n'a cessé de décaler. Et puis un jour, voilà, elle a constaté une boule sur le sein et bon, c'était un cancer du sein. Elle va très bien aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça a nécessité une prise en charge beaucoup plus compliquée, avec une hospitalisation plus dure, une gestion de sa fille encore plus contraignante que si ça avait été pris au tout début. Donc, ce que je veux, sur ce point-là, sur lequel je veux insister, c'est effectivement la santé des aidants est primordiale. Et souvent, moi, en consultation, quand je reçois un duo, que ce soit des parents qui accompagnent un enfant, quand c'est un mari qui accompagne sa femme, comme tous les médecins, on est ravis parce que c'est un gain de temps quand il y a un aidant qui accompagne une personne en perte d'autonomie, en situation de handicap ou malade. C'est un gain de temps parce que l'aidant, c'est tout de la personne malade. En revanche, à la fin de la consultation, je prends toujours le temps de reprendre un rendez-vous uniquement avec lui dans 15 jours, 3 semaines, pour vraiment faire le point sur sa situation, faire le point sur ses dépistages, parce que souvent, je vous en parlais, on met sa santé de côté. Au-delà de la santé physique, je ne peux aussi que vous encourager, du moins les aidants, à avoir un accompagnement psy. Moi, je trouve que c'est tellement horrible de vivre tout ce qu'on vit lorsqu'on est aidant, que s'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, ça peut être extrêmement difficile. Moi, la première fois, j'ai poussé la porte d'une psychologue, elle s'appelle Églantine. Alors c'est vrai que je ne vous cache pas que les premières fois que j'y suis allé, j'ai commencé à raconter mes histoires de cœur en disant que je ne trouvais pas l'amour. Et bon, elle m'a écouté 3-4 fois, et puis un jour, elle m'a dit, écoutez Vincent, je pense que si vous êtes là, c'est pas pour un problème de cœur, je pense que si vous êtes là, c'est parce que votre maman, elle vous oublie. Votre maman, vous avez une maman qui est en train de vous oublier, et c'est surtout pour ça que vous êtes devant moi. Alors je ne vous cache pas qu'elle avait vu juste, hein, elle n'était pas mauvaise, la Églantine. Et elle était tellement pas mauvaise que j'y suis allé toutes les semaines, hein. Je pense que je lui ai payé l'aile gauche de sa maison, à Églantine, je peux vous dire que... Ouais, mais je l'adore. Vraiment, moi, elle m'a maintenu en vie, je le dis, je le dis comme ça, mais elle m'a permis parce que quand on est aidant, on prend beaucoup de vagues, on prend beaucoup l'eau, on prend beaucoup la tasse, mais à chaque fois, j'arrivais à me relever. Les aidants ont une capacité d'adaptation incroyable, des ressources incroyables. Et moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est la psychologue Églantine. Alors ça aussi, c'est pareil avec mes patients. Souvent, vous le savez, quand on parle de psychologue aux gens, la première des réactions, c'est « mais je ne suis pas fou ». Alors, peut-être pas, mais moi, souvent, voilà, je prends toujours le temps de déposer la petite graine et d'expliquer l'importance du soutien psychologique parce que... Pardon ? Oui. Vous avez compris la première blague ? Ouais, je reprends. Non, mais effectivement, souvent, donc, je mets cette petite graine pour que finalement le cheminement se fasse. Le soutien psychologique est essentiel parce que tout ce qu'on vit, c'est pas normal en fait de vivre tout ce qu'on vit quand on est aidant. Alors bien sûr, il y a différents degrés d'aidance, mais c'est absolument pas normal. Et ça permet aussi de comprendre toutes les réactions qu'on ressent. Par exemple, moi j'ai découvert la notion de deuil blanc. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce deuil blanc, mais en ce qui me concerne, j'avais une jeune maman avec une maladie neuro-évolutive, maladie d'Alzheimer. Donc j'avais la maman qui avait la même apparence devant moi, la même odeur de sa peau, la même couleur de cheveux, toute jeune, toute jolie, mais en revanche je n'avais plus les interactions avec elle d'un fils envers une maman. C'est ce qu'on appelle donc le deuil blanc, parce que c'est vrai qu'on ressent cette ambivalence assez à la fois entre colère et incompréhension d'avoir la personne qu'on a toujours connue mais qui n'est plus en mesure d'échanger. Et c'est vrai que lorsque Églantine a mis ce mot sur ce que j'étais en train de vivre, alors ça ne change pas la réalité, mais ça permet de comprendre, d'accepter les choses.
C'est vrai que pour les patients, quand on parle de psychologie, on a l'impression que ça coûte un bras et qu'on n'a pas à avoir beaucoup d'aide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès avec mon parcours psy, on a accès à 12 séances de psy par an qui sont prises en charge. Je trouve qu'aussi, via les associations, en lien avec les pathologies, on peut souvent avoir accès à un psychologue. Parfois, c'est dans la maison des aidants. Parfois même, c'est aussi au niveau de l'entreprise. Hein, on met de plus en plus la lumière sur les salariés aidants. Je trouve que j'interviens moi maintenant de plus en plus dans les structures. Alors, c'est surtout les grandes structures. On espère que les petites vont également se saisir du problème. Mais parfois, les entreprises mettent également en place des solutions pour accompagner les aidants, parce qu'on est aussi en train de changer de regard sur les aidants. Donc, ce point pour moi, le soutien psychologique, si vous avez des aidants dans votre entourage, n'hésitez pas à ouvrir la porte et puis de temps en temps à l'entrouvrir encore plus, parce que pour moi c'est un point essentiel. Et si je vous parle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été aidant, je vous en parlais pendant 14 ans. Je vous ai dit que c'était une situation qui abîme, qui vraiment abîme les aidants, c'est vraiment quelque chose de terrible. Pourtant, les aidants ont beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'imagination, de créativité. Je vous en parlais dans les entreprises. On commence vraiment à se rendre compte que les salariés aidants sont même des points forts de l'entreprise. On a vu qu'ils avaient développé des soft skills, des compétences. C'est-à-dire que moi, je voyais que mon papa était capable d'organiser la maison comme une petite clinique. Il était capable d'organiser les interventions des auxiliaires de vie, des infirmières. C'est vraiment, il gérait tout ça d'une main de maître. Et donc, il développait des compétences. Et pourtant, il était ouvrier docker. Il n'avait pas fait de grandes études, mais il avait appris à savoir s'occuper de ma maman. Hein. J'ai vu, vous savez, au cinéma, on voit beaucoup de scènes d'amour, hein, mais je trouve que la plus belle scène d'amour que j'ai vue, c'est avec mon père et ma mère. Un soir, j'ai souvenir à 3 h du matin d'entendre du bruit dans la chambre. Je suis descendu et je voyais qu'il était en train de changer les draps parce qu'il y avait eu un accident pendant la nuit. Et lorsque je suis rentré de loin, je voyais qu'il était penché en avant, les jambes qu'il avait mis sur sa tête pour pouvoir tirer les draps. C'était une scène très douloureuse et déchirante, mais à la fois pleine d'amour, parce que je vous en parlais. Aider, c'est avant tout aimer. Et ce qu'on vit, c'est terriblement difficile. C'est pour ça que l'accompagnement psy est important. Je vous parlais des capacités d'adaptation, hein, et ça, les entreprises ont commencé à le comprendre. Moi, mon père, j'ai souvenir un jour d'être rentré au Havre. Il avait récupéré, tout fier, j'arrive, parce qu'en fait, avec la maladie neurologique de ma maman, elle avait la tête beaucoup penchée en avant avec l'évolution de la maladie, elle n'arrivait plus à mettre la tête en arrière, et ça devenait compliqué de boire, parce que la partie supérieure du nez venait en butée, et souvent ça bloquait. Et un jour, je rentre, et tout fier, il me montre, il avait récupéré le gobelet en plastique des brosses à dents, il avait limé la partie supérieure pour libérer le nez, pour qu'elle puisse boire tranquillement, et j'ai cru dans son visage qu'il allait gagner le concours Lépine, mais j'ai dit, écoute papa, ça existe déjà sur Amazon, hein, mais pas de problème. Il était tellement fier. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, les aidants, aujourd'hui, on commence à... Tant mieux, on en parle de plus en plus. On change un peu de regard parce que vraiment, c'est... Encore une fois, il y a une ressource incroyable. Moi, j'ai souvenir qu'on allait puiser dans des... À chaque fois, je pensais qu'on avait touché le fond. L'une des difficultés des aidants, c'est qu'on vit au jour le jour. On a du mal à se projeter, on a du mal à imaginer comment sera demain, la semaine prochaine ou le mois d'après, parce qu'on vit au jour le jour. Et la projection est extrêmement compliquée. Parfois, on a l'impression de toucher le fond. Et puis en fait, finalement, on arrive toujours à s'en sortir. Avec mon frère, notre niveau d'aidance n'a cessé d'augmenter, parce que mon père a commencé de plus en plus à être diminué, à être présent 24 heures sur 24 sur place. Mon frère et moi, on était vraiment soudés, énormément soudés. On essayait de pallier à ce que mon père ne faisait plus à la maison. Et ça, c'est un point important, les ressources. Je vous parlais de la fatigue et je vous parlais de l'épuisement. Moi, j'ai perdu ma maman en avril 2022 à l'âge de 64 ans, avec 14 ans d'évolution de cette pathologie. Et puis j'ai perdu mon père un mois et demi après, à l'âge de 67 ans, parce que épuisé par la maladie et épuisé par l'aidance plutôt et la maladie de ma maman. Donc c'est vrai que c'est des situations que beaucoup de familles traversent, que vous connaissez sans doute, que moi-même je vois en consultation. Mais on ne se rend pas bien compte quand même de tout ce qui est en train de se passer au niveau des aidants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de prendre la parole pour essayer, autant possible, de parler des aidants, d'essayer de donner ce que j'ai pu mettre moi en place pour essayer d'accompagner les aidants, essayer d'anticiper les choses. Dans les anticipations, j'ouvrirai une petite parenthèse sur les mesures de protection. Vous savez, les mesures de protection juridique, ça, on n'y pense pas toujours. Et mon frère et moi, jamais on n'aurait pu imaginer
que mon père puisse partir le premier. Alors je viens de vous le dire, il est parti après ma maman, mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'il puisse partir le premier. On a toujours imaginé que ce serait ma mère. Et un jour, mon père, épuisé, finit en réanimation, dans le coma, intubé, ventilé pendant 1 mois et demi. Et c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie d'aussi grave pour mériter ça? Alors petit, j'avais coupé les moustaches du chat, mais c'est la seule chose que j'avais pu faire. Vraiment, j'avais rien fait d'autre. C'est vrai que c'était assez costaud ce qu'on était en train de vivre. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, mais mince, en fait, papa et maman sont tous les deux propriétaires d'une petite maison. Si papa avait dû partir le premier, nous n'aurions pas pu vendre la maison parce que maman n'aurait pas été en mesure de signer les actes de vente. Et ça, on ne l'avait pas anticipé. Alors, je vous l'ai dit, ma mère est finalement partie avant mon père, mais ça, c'est des points qu'il faut aussi anticiper et ne pas hésiter à aborder avec les patients que vous accompagnez, les familles que vous accompagnez. Hein, vous les connaissez, il y a différentes mesures de protection, que ce soit l'habilitation, la protection, la curatelle ou la tutelle. Mais c'est des points importants parce que lorsqu'on est aidant, on est déjà dans des situations assez bien difficiles que lorsqu'il y a une autre galère qui se rajoute par-dessus, il faut pouvoir anticiper ce genre de choses. J'aurais envie de finir, mais ces quelques mots, je vous en parlais, pour moi, aider, c'est avant tout aimer. Je vous ai parlé de l'importance d'avoir le soutien de votre médecin, d'avoir un suivi médical. Je vous ai parlé de l'importance d'avoir un soutien aussi, un suivi psychologique, parce que pour moi, on vit des choses tellement dures qu'il est nécessaire d'être accompagné pour pouvoir passer ces différentes épreuves. Mais aujourd'hui, bon, vous l'avez compris, j'ai été docker quand j'étais petit. Mon rêve de gosse, c'était de devenir médecin. Et c'est vrai que maintenant, je suis à la télévision. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais quel est le lien entre docker, docteur et télé? Je vais juste vous expliquer comment j'ai atterri à la télé. Il y a... Quand maman est tombée malade à 50 ans, j'ai trouvé ça très injuste d'avoir une jeune maman avec une maladie de personne âgée. Et un jour, alors j'étais à Paris, j'avais quelques amis qui bossaient un peu dans la télévision et qui n'arrêtaient pas de me dire « mais fais de la télé ». Pas du tout envie de faire de la télé. Mais un jour, on m'a proposé une émission, un documentaire, une série documentaire, ça s'appelait Zone Bleue, les secrets de la longévité. Ça a été diffusé sur France 5 et le concept était assez simple. Le concept, c'était d'aller dans chacune des zones bleues. Alors, une zone bleue, c'est un endroit où on ne sait pas pourquoi. Il y a une concentration incroyable de nonagénaires et centenaires en excellente santé. La plus connue, c'est l'île d'Okinawa au Japon. Il y a également une petite zone au Costa Rica, une petite zone en Californie, en Grèce, en Sardaigne. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu accepterais d'aller rencontrer ces centenaires aux 4 coins du monde? Et puis, ils habitent dans les montagnes, et puis tu reviens et tu nous rapportes les secrets de la longévité. Et puis, en parallèle, tu rencontres aussi les chercheurs. Alors, je ne vous cache pas que j'allais voyager gratos. Donc du coup, ça, je n'ai plus que dire oui. Mais au fond de moi, j'avais très envie de trouver, j'avais beau être médecin et très cartésien, j'avais très envie de trouver un secret pour sauver ma maman. Néanmoins, j'ai fait ces 4, j'ai fait le petit tour du monde, je suis allé dans chacune de ces zones bleues dans les montagnes, rencontrer les chercheurs, je suis rentré à Paris, je n'avais pas trouvé de secret pour sauver ma maman, et l'émission a très bien fonctionné. Ensuite, je suis arrivé à Télématin. On m'a proposé Télématin chercher un médecin sur France 2. Alors moi, je n'avais pas spécialement envie d'aller faire Télématin, mais j'avais souvenir que j'avais grandi avec Télématin. Ma mère a toujours adoré Télématin. Et je me disais que si elle ne me reconnaissait plus trop à la maison, peut-être qu'elle me verrait dans la télévision. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de rentrer à Télématin. Et donc chaque semaine, je faisais un sujet de vulgarisation médicale. Et j'avais aussi l'envie de me dire, vous savez, j'étais déjà très impliqué auprès de ma maman en tant que médecin, j'étais déjà sous l'eau et j'avais déjà aussi envie d'aider les aidants. Mais je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, et surtout, au moment où j'étais déjà aidant, je n'avais pas envie de faire une infidélité à ma maman parce que déjà, je n'avais pas l'énergie pour m'occuper d'autres personnes. Alors je me suis dit que gagner en visibilité, gagner un peu en lumière médiatique, peut-être qu'un jour, ça me permettrait ensuite de l'orienter vers les aidants. Je vous en ai parlé, hein, j'ai perdu mes parents en 2022, j'étais encore à l'époque à Télématin, mais là j'avais déjà envie de tourner cette page parce que je me suis dit que Télématin, j'ai beaucoup aimé, mais il fallait que je tourne cette page. On m'a donc ensuite proposé d'écrire un livre. Le livre s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents », parce que vraiment c'est la sensation que j'ai eue lorsque j'ai eu cette sensation d'inversion des rôles, même si c'est vraiment à prendre au 8e degré, hein, mais j'ai vraiment cette sensation, lorsqu'on se met à donner à manger la petite cuillère à tout gérant, on a l'impression de devenir le parent de ses parents, mais néanmoins, lorsque je les ai perdus, j'ai vraiment eu cette sensation de perdre le toit au-dessus de ma tête. Ça, c'était assez étonnant, mais déstabilisant. Donc j'ai voulu écrire ce livre, et je l'ai écrit en 4 mois. En février, on m'a dit « Est-ce que tu veux écrire un livre dessus ?» Alors moi, je voulais pas faire un truc pathos.
Je voulais pas faire un truc où on pleure, ça n'avait aucun intérêt, mais je me suis dit qu'en tant que médecin, vu que je n'avais rien appris pendant mes études sur ce sujet, j'ai eu envie de partager dans ce livre les différents petits conseils que moi j'avais pu mettre en place pour tenir la tête hors de l'eau. Notamment un point important, vous savez, et c'est l'un des derniers conseils que je peux vous donner, mais souvent on n'arrête pas de dire aux patients fais du sport, ça va te faire du bien. Alors moi j'ai essayé d'aller courir, hein, j'ai essayé de mettre des baskets, alors à part me faire transpirer, vraiment ça ne m'apportait aucune satisfaction. Et puis un jour j'ai découvert en prenant tous les jours, en fait finalement lorsque je prends ma douche, j'adore chanter, hein, c'est le Stade de France chez moi. Les voisins ne se sont jamais plaints. Et du coup, un jour, je me suis dit qu'il fallait prendre des cours de chant. Donc, j'ai commencé à voir toutes les 3 semaines une prof de chant en individuel. J'allais la voir. Il fallait que je chante des chansons puissantes. Je suis incollable sur Johnny Hallyday. Je peux vous dire qu'allumer le feu, ça peut partir à tout moment. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut... voilà, moi, en prenant ces cours de chant, ça me faisait un bien fou d'envoyer des notes, de me concentrer sur des paroles, de me concentrer sur ma respiration. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, on incite les patients à avoir une activité physique. Alors, c'est très bien et il faut continuer, mais on ne pense pas toujours à l'activité un petit peu artistique, que ce soit du coloriage, du chant ou du macramé ou j'en sais rien, mais il faut vraiment aussi avoir cette ouverture de dire que même ça, l'activité artistique est bonne pour se libérer l'esprit. Et donc c'est à travers tout ça que j'ai voulu, c'est toutes ces choses que j'ai voulu partager et mettre dans ce livre. Et puis j'avais enfin une dernière chose, j'avais envie d'aider les aidants en mettant un peu de lumière là-dessus, en mettant que le livre puisse mettre un peu en lumière ce phénomène qui est en train de monter sur les aidants. J'avais aussi envie qu'ils puissent atterrir dans les mains du gouvernement. Alors visiblement il a atterri dans les mains et je crois qu'ils l'ont lu. Mais j'ai été reçu au niveau du ministère, j'ai essayé d'apporter, de mettre en avant toutes les pistes auxquelles sont confrontés les aidants, les difficultés auxquelles on est confronté, hein, la diversité, je vous en parlais tout à l'heure, le fait que toutes ces aides soient éclatées, que ce soit compliqué de les mettre en place. Donc voilà, aujourd'hui, ça va faire 2-3 ans que je suis dans ma post-aidance. C'est un mot qu'on commence de plus en plus à utiliser. Souvent, lorsqu'on est aidant, on vit tellement l'instant présent qu'on n'imagine jamais l'après. Souvent, ça aussi, je dis à mes patients, essayez peut-être de penser à l'après. Il y aura sans doute un après. Et comment on prépare cet après? C'est en continuant de travailler, parce que c'est toujours plus facile de raccrocher les wagons lorsque la situation d'aidant s'est terminée. C'est aussi en allant voir un psychologue, parce que ça permet d'arriver dans l'après peut-être avec une meilleure condition. Et c'est vraiment un point important. Donc voilà, moi je voulais terminer là-dessus en vous disant que souvent, moi on me disait, mon frère et moi, on n'arrêtait pas de nous dire, vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous faites. On n'avait vraiment pas, et pourtant moi on me le répétait, j'avais pas conscience je réalisais pas du tout que ce que je faisais en permanence, ne plus partir en vacances, m'occuper de ma maman en permanence et également de mon père, c'était surhumain. Mais moi je prends vraiment aujourd'hui le temps pour dire aux aidants qu'ils sont vraiment des héros invisibles. Parce que si vraiment les 11 millions d'aidants venaient à s'écrouler demain, ce sont autant d'aidés qui finiraient soit en médecine de ville, soit à l'hôpital. Ce sont autant de personnes qu'on aurait du mal à maintenir à domicile. Donc, encore une fois, j'essaye du mieux que possible de mettre en lumière ces aidants. Et je le répète, aider, c'est avant tout aimer.